Bonjour Vincent, Bonjour. merci d'avoir répondu présent pour cet échange. Vous êtes moine dans la tradition zen Soto Oui, depuis plus de 30 ans et vous êtes maître zen dans la tradition de Taizen Deshimaru qui est connu pour avoir introduit le zen en Europe. Vous dirigez également le dojo zen de Genève où vous enseignez. Et vous êtes également détenteur d'un doctorat en physique des particules élémentaires et vous oui, avez travaillé des dizaines d'années au CERN, donc à Genève, où vous avez participé à des découvertes majeures, notamment le boson de Higgs. Vous avez participé également à la construction du grand collisionneur de protons, autrement appelé le LHC. Et plus récemment, vous avez, en fin d'année 2021, publié un ouvrage qui combine un peu ces deux perspectives, à savoir zen et physique quantique, et d'ailleurs que vous avez intitulé Zen et physique quantique quand un moine rencontre le boson de Higgs. oui, Alors voilà, pour commencer, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez retracer un peu le parcours qui vous a amené à emprunter ces deux modalités oui, d'exploration du réel, à savoir d'une part le zen, hein, une voie de libération et d'expérience directe et immédiate, on pourrait dire à la première personne, et puis d'autre part cette physique quantique un peu mystérieuse, voie d'observation et de compréhension plutôt à la troisième personne. oui, d'accord. Donc, il y a ces deux voies. Moi, j'ai commencé évidemment à travailler en physique avant de, de- de rentrer dans la pratique du zen. Comparé à d'autres personnes, je suis rentré un petit peu plus tard dans la pratique du zen. J'avais donc 36 ans. Alors, les deux motivations sont en fait à la fois différentes et se rejoignent, si vous voulez. Parce qu'on croit toujours que les physiciens sont des gens qui sont... Moi, je suis physicien appliqué, hein, je ne suis pas physicien théoricien. Mais néanmoins, les gens croient que les physiciens vivent dans un monde qui n'est pas forcément leur monde de tous les jours et qui sont un petit peu séparés de la vie de tous les jours. Et souvent, il est pensé que quelqu'un qui pratique de la science, c'est d'une certaine façon incompatible avec une voie spirituelle. Mais dans ce cas-là, pas du tout, étant donné que le bouddhisme n'est pas une religion qui est basée sur une croyance. Donc, s'il y a une religion qui soit la plus proche des sciences, comme l'a reconnu Einstein d'ailleurs, c'est bien le bouddhisme. Et donc, je me suis lancé au cours de ma vie dans ces deux directions. Alors, d'abord, pourquoi j'ai fait de la physique des particules? C'est parce que je désirais, en fait, euh, faire participer à de la recherche fondamentale qui est avoir la connaissance de notre univers. Alors à cette époque-là, il y avait deux solutions pour moi que j'ai considérées à l'époque, soit la physique des particules, soit l'astronomie évoluant vers l'astrophysique. Mm. Et il s'est trouvé que la physique des particules existait à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et c'est là que j'ai fait mes études et c'est également là que j'ai donc fait une thèse en physique des particules dans cette école. Ensuite, j'ai pu aller avec une bourse du Fonds national suisse de la recherche aux États-Unis à Berkeley pour une année et en fait, je suis parti avec ma famille, nous y sommes restés 5 ans. Et donc, c'était vers la fin des années 70. Entre parenthèses, Berkeley, à la fin des années 70, c'était assez spécial quand même, puisque c'était juste après la guerre du Vietnam. Il y avait beaucoup de folk music, il y avait aussi des gens quand même assez bizarres, et surtout, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une liberté totale comparée, disons, à la pression sociale qui peut exister en Suisse. Donc c'est une période très très profitable où j'ai pu faire partie de deux expériences. Ces expériences se déroulaient non pas à Berkeley, mais se déroulaient à Palo Alto, à l'accélérateur de Stanford. Mhm. Donc je commutais tous les jours de Berkeley, presque tous les jours à vrai dire, de Berkeley à la à l'accélérateur de Stanford, qui à cette époque-là était à la pointe des nouvelles découvertes, notamment des bosons charmés.
Donc c'était une période très intéressante. Et voilà, j'ai déjà eu la chance de vivre cette période. Ensuite, comme vous l'avez dit, bon, j'ai travaillé environ 34 ans au CERN. Et donc, oui, parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai pu avoir un poste de fellow au CERN. Et par chance et aussi par hasard, j'ai pu obtenir un poste qui était à plus long terme. Donc, je suis resté au CERN. Et de participer là à deux grandes expériences qui sont vraiment des expériences fondamentales dans la physique. La découverte des bosons intermédiaires avec le prix Nobel Carlo Rubbia. C'était la découverte du vecteur d'une des interactions fondamentales de l'univers qu'on appelle l'interaction faible. Et également participer par la suite à la fois un peu à la construction d'une des expériences qui était au LHC, Mhm. et par la suite, comme chef de groupe et de département, beaucoup participé à la construction de certains éléments de la machine. C'était une période qui était extrêmement intéressante et qui, par bonheur, s'est dévoilée avec la découverte du boson de Higgs. Donc, je peux vous en parler un petit peu après. Donc, et à la fin, pendant les 3 dernières années, j'ai créé un poste de médiateur au CERN qui était alors totalement différent, où Mhm. je pouvais retrouver mon entière liberté individuelle, me dépendant évidemment comme médiateur de personnes. Alors ça, c'était le côté scientifique. Et donc, la recherche en physique des particules a toujours été pour moi le désir de trouver, c'est un rêve si vous voulez, c'est un rêve, mais enfin de trouver la vérité. Bon, c'est un bien grand mot, la Mhm. vérité. Parce qu'on va trouver des théories, on va trouver des modèles, on va faire des expériences, mais la vérité est peut-être autre chose. Sur la question de la matière et de l'univers. Et en même temps, alors l'autre côté, c'était également de trouver la vérité ou ma propre réalité, connaître mon esprit, devenir beaucoup plus intime avec soi-même et découvrir qui j'étais véritablement. Alors, comment ça s'est passé, le truc de rentrer dans le zen? Eh bien, disons, il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse qui est purement pratique et il y a une réponse qui est plus inconnue, si vous voulez. Mhm. La réponse pratique, c'est simple, c'est comme beaucoup de personnes, j'ai lu un livre sur le zen de Suzuki Roshi. Mhm. Et allez savoir pourquoi, à cette époque-là, je me suis dit, tiens, cela m'intéresserait de savoir si ce dont il parle peut être pratiqué à Genève. Alors, à cette époque-là, bien entendu, c'était au milieu des années 80. Il n'y avait pas la possibilité en 3 clics d'Internet de trouver le dojo, donc ça m'a demandé un certain temps pour le trouver. Je l'ai trouvé, j'y suis allé et, euh, et j'ai été frappé dès le premier moment, non pas par par tout le bouddhisme, ni par toute sa philosophie, tout ceci est venu plus tard, mais la pratique de la méditation zen assise est une pratique qui est très forte corporellement. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je faisais partie de l'église réformée. À Mhm. Genève, ça veut dire l'église calviniste. C'est quand même assez strict comme style. Et ce n'est évidemment que beaucoup plus tard que j'ai ressenti le désir, cette fois, de pratiquer une voie religieuse, une voie spirituelle, si vous voulez, mais de façon plus complète, c'est-à-dire à la fois avec mon esprit et à la fois avec mon corps aussi. Mhm. Dans la pratique du zen, le corps est très important. Je considère aussi que tout ce que l'on peut véritablement comprendre et assimiler, digérer, si vous voulez, à avoir aussi avec le corps. Dans le zen, l'union du corps et de l'esprit est totale. Ça n'est pas du tout comme le dualisme développé en Europe, où Mhm. le corps était séparé de l'esprit. Donc, quand je me suis assis dans cette posture noble, j'ai tout de suite été frappé dans tout mon être de pouvoir, moi, avoir une posture aussi noble que ça de mon corps et en fait aussi de mon esprit. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc, ça a correspondu immédiatement chez moi à une sorte de confiance interne
également, ce qui est très appréciable, c'est le silence. Et là, le sentiment d'être véritablement à sa place et entièrement vivant. Et donc, ayant vécu ça, j'ai continué ça. J'ai continué depuis jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, j'espère. Et aussi est apparu plus tard un aspect de, de pratique qui est en fait transcendante, c'est-à-dire au-delà de moi-même. C'est là qu'on va toucher, disons, l'aspect plus spirituel, religieux, et aussi sous-tendu par des considérations philosophiques. Et donc, il s'est trouvé qu'en 2007, j'ai rencontré mon... Non, une année plus tard, j'ai rencontré mon maître zen, qui s'appelait Étienne Mokusho Zessler, qui lui était un disciple très proche de Maître Deshimaru. Et lui, je l'ai adopté, je l'ai aimé dès le premier moment, alors même que je ne savais pas qui c'était. Et donc, j'ai continué à pratiquer avec lui. Et lui, et comme je le considérais comme mon maître, vous comprenez, quand vous avez quelqu'un que vous considérez comme Mhm. votre maître, son enseignement, vous pouvez l'assimiler. Si c'est pas votre maître, vous allez l'écouter, peut-être, c'est très bien, mais enfin, disons, si vous le respectez profondément, si vous l'aimez comme votre maître, son enseignement va vous pénétrer immédiatement. Et je vous dirais juste une phrase qu'il avait prononcée, le zen, c'est la vie. Et pour moi, c'est resté la direction fondamentale, et le mantra, si vous voulez, fondamental. Le zen, c'est la vie. C'est-à-dire un zen, quoi, un zen vivant, hein, dans le corps, pas un zen seulement lire les sutras ou la littérature ou comprendre, mais un zen vivant, dans le corps, dans l'esprit. Malheureusement, quelques années plus tard, il est mort et donc j'ai compris que je devais continuer seul. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pendant 36 ans. Alors, moi, j'ai jamais, disons, souvent les gens croient que quand on rejoint une discipline spirituelle, surtout à notre époque qui est assez dominée par des techniques de New Age, les Mhm. gens croient toujours que l'on va rechercher quelque chose pour soi-même. Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas pas un plus important. Moi, je n'ai pas eu l'impression que j'ai cherché un but spécifique ou moi-même un bien-être. La discipline du Zen Soto est assez austère, si l'on peut dire. Mhm. Hein. Il s'agit de se lever très tôt le matin, de pratiquer une discipline continue, parce que ce n'est pas en faisant une ou deux fois qu'on comprend quelque chose, mais en faisant toute sa vie. Et donc, et aussi, pendant toutes ces années, j'ai essayé le mieux possible de suivre les idéaux bouddhistes qui sont tellement élevés, si vous voulez, que personne ne peut y aller. Alors, voilà. Alors, donc, c'est toute disons, une grande partie de ma vie, puisque ça correspond quand même à plus de 35 ans, a été, par les aspects familiaux, parce que j'ai aussi une famille, ça a été qu'est-ce qui a fait que cette détermination, que j'ai voulu, et de façon par la pratique aussi, ces deux dimensions se sont nouées à l'intérieur de moi-même, à la fois essayer de trouver ou bien d'être sur le chemin, hein, de Mhm. trouver une vérité à propos de la matière et de l'univers, qui est disons, dans la connaissance de l'univers, très grande évolution ces temps. Également, la vérité à propos de moi-même, trouver, si vous voulez, une forme de libération. Tout le monde en est pris par nos pensées. Alors, les pensées, quand elles sont positives, tout le monde est content, mais en fait, elles ne durent pas. Il y a également les pensées négatives, il y a les pensées qui commencent à devenir un peu cyclotimiques, quelque chose. Et donc, si l'on ne connaît pas, ne pas connaître son esprit, cela veut dire être ballotté par tous les phénomènes de la vie, tous les phénomènes que l'on génère nous-mêmes dans notre esprit. Donc, connaître notre esprit, c'est connaître notre vie, c'est aussi connaître notre univers, les gens autour, puisque l'on voit tout à travers notre esprit. Et donc, je voulais également pouvoir clarifier tout ça, au même titre que j'espérais, que j'espère toujours, clarifier ce qu'est véritablement ce qu'on appelle la matière, qui en fait n'existe pas. Et donc, c'est ces deux processus, à la fois d'éveil
de soi-même, pour utiliser un terme bouddhiste, l'éveil, et en même temps la connaissance du monde externe. Donc, vous voyez, c'est une connaissance que, sur le papier, si on doit l'écrire, on peut écrire ce que c'est pour le zen, on peut écrire ce que c'est pour la science, mais en fait, l'unification de tout ça se fait à l'intérieur d'un être. Et ces deux domaines m'ont toujours fortement intéressé, si bien que bon, maintenant je suis à la retraite, hein, Mhm. parce que en Suisse, au CERN, à 65 ans, c'est terminé. Mhm. Et donc, je continue à pratiquer Zazen régulièrement. J'essaie d'enseigner, disons, de faire profiter ceux qui sont d'accord de m'écouter de ce que je sais. Et voilà, ces réflexions sur l'univers et surtout, ce qui a changé beaucoup la vie, c'est aussi des aspects qui sont alors plus philosophiques dans le zen et qui concernent la vacuité. Et ça, toute la notion de la vacuité qui dans le bouddhisme s'appelle sunyata est reliée justement à cette question de, comment dire, la naissance de ce que l'on appelle la matière à partir des, du mécanisme, disons, du mécanisme de Higgs. Justement, alors là vous employez plusieurs termes, Oui, notamment du point de vue du zen, euh, notamment bon, le mot vacuité oui, et il y a le mot éveil. oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous exposer Alors, oui, ce que c'est et puis est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? voilà. Alors, je vais essayer de l'exposer, mais je voudrais dire d'abord que dans le zen et dans la pratique du zen, la compréhension vient principalement de l'expérience. Donc c'est une compréhension vécue. Alors comment est-ce que, quand on parle de vacuité dans le zen, il y a deux aspects. Le premier aspect que l'on voit soi-même, c'est que lorsque l'on obtient une forme d'esprit dans une méditation assez profonde, où on essaye de ne pas agripper ses pensées, celles-ci apparaissent et disparaissent sans que l'on s'en occupe, si vous voulez. Cela correspond, par rapport à quelqu'un qui s'accroche à ses pensées, cela correspond à une forme de vacuité de, de notre esprit, de vacuité du mental. Voyez. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'esprit qui est entièrement tranquille, où les pensées qui surgissent sont un petit peu comme des bulles, mais elles crèvent tout de suite à la surface. Vous n'en faites pas tout un magma. Et donc, l'histoire de la vacuité vécue vient de l'observation, d'en fait, de tout ce que l'on croyait être nous-mêmes, c'est-à-dire nos pensées, peut en fait s'évanouir lors de la méditation. Maintenant, sur le plan, pour comparer les deux, sur le plan de la philosophie, et ça, pour l'expliquer, on peut revenir à ce moment-là au mécanisme de Higgs qui expliquera ce que l'on entend véritablement par vacuité, aussi bien de façon philosophique dans le zen que dans les expériences. Alors, l'éveil, c'est, vous ne pouvez pas définir l'éveil. L'éveil, c'est, si vous voulez, on ne peut pas définir l'espace, on ne peut pas définir le temps, vous ne pouvez même pas définir le vent. Le vent, ça n'existe pas. Le vent, c'est juste un mot. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a une différence de pression entre un endroit et un autre, une différence de température, que voilà, ce phénomène se passe, mais le vent lui-même n'a pas d'être propre. Et donc, l'éveil, l'éveil va se... D'abord sur le plan commun, quand on dit à quelqu'un, euh, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus éveillé, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire l'attention. Faire preuve d'attention sur ce que l'on fait. Et ça, c'est très important parce que c'est important l'attention à ce que l'on fait, que l'on va donner du sens à ce que l'on fait. Et donc du sens à sa vie. Pour ça, il faut aussi le savoir. Donc, il faut avoir une certaine attention sur son esprit. À la fois, attention sur ce qu'on fait, attention sur son esprit qui est toujours guidé par l'idée de faire le bien.
Et puis aussi attention sur le monde qui nous entoure. Beaucoup de gens font attention à ce qu'ils font, mais ne font pas attention au monde qui les entoure, qui les entoure. Et donc, on en voit manifestement, pauvrement, les résultats aujourd'hui qui vont encore peut-être devenir de pire en pire. Voilà. Alors maintenant, l'éveil, si je commence à vous dire qu'est-ce que c'est pour moi et tout, ça veut dire que je vais vous expliquer ce qu'est l'éveil du moi. Mais l'éveil dans le bouddhisme n'est pas l'éveil du moi. L'éveil est justement l'abandon du moi. Donc, c'est quelque chose qui est vécu. On peut y croire, on peut ne pas y croire. Vous savez, la plupart du temps, on a des petits éveils. Par exemple, quand quelqu'un se promène, donc ça va pas, il a beaucoup de soucis. Bon, et il décide d'aller faire une promenade dans la nature, et tout à coup, il est pris par toute la nature qui l'entoure, les fleurs, les oiseaux, et il s'oublie complètement soi-même et il a le sentiment qu'il fait partie de toute cette nature qui l'entoure. Voilà, ça c'est un petit éveil. Tant qu'on vit, on vit dans les phénomènes. Pas avoir uniquement l'éveil complet, parce qu'on a toujours tous les phénomènes. Donc ça correspond aussi à une vacuité du moi, c'est-à-dire l'idée même de se dire c'est moi, je possède ci, c'est à moi, je pense que, et tout ceci, d'une certaine façon, pour un moment, ne serait-ce que pour un moment, a tendance à s'évanouir et on fait partie de tout ce qui est autour de nous. Je suis absolument conscient que je ne réponds pas totalement à votre question. On ne peut pas avoir de réponse précise parce que si vous me demandez, expliquez-nous qu'est-ce que c'est le goût d'une glace à la vanille, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous devez la goûter vous-même. C'est un peu ça. Alors, comment justement est-ce que dans le Zen Soto, quelle est la méthode pour expérimenter cet éveil? Alors, c'est la méthode de méditation assise. Alors, les jambes croisées, si vous avez un écartement des hanches suffisant, vous pouvez prendre une position du lotus, c'est-à-dire les pieds sur les cuisses, seulement la moitié. L'essentiel est que vous preniez assis, vous êtes assis sur un coussin pour vous relever un peu les fesses, de façon à ce que vous puissiez tendre la colonne vertébrale et que vous soyez bien droit. Si vous êtes assis directement par terre, vous allez forcément avoir le dos un peu courbé. Et c'est justement cette droiture du corps qui génère ce sentiment de droiture de l'esprit. Et donc, voilà, vous méditez, vous ne méditez rien, vous restez ainsi à respirer tranquillement. Et au début, contrôlez votre imagination, contrôlez vos pensées. Et c'est simplement tout cet aspect du corps, de la posture, qui est à la fois avec beaucoup de tonus, mais également tout l'avant du corps qui alors lui peut être relax, ce qui est lié d'ailleurs, ce qui transmet le message d'une certaine non-peur. Si vous voulez, en termes communs, on dirait, étant donné que vous avez assuré vos arrières avec une colonne vertébrale bien droite, vous pouvez vous ouvrir vers ce que vous avez devant vous. Également, cela facilite la respiration. Donc, par cette respiration qui va se calmer, tout votre être, votre esprit, votre corps va se calmer et donc toutes les préoccupations vont disparaître et voilà, vous retrouvez un petit peu par rapport à l'être qui était complètement embouteillé par ses préoccupations, vous vous retrouvez dans un état de vacuité. Donc ça se pratique généralement dans un dojo. Il y a même des fois des retraites de pratique assez longues. Voilà, mais c'est comme toute activité spirituelle et religieuse, cela nécessite une répétition. Voilà, jusqu'à ce que ça soit ancré dans le corps. Est-ce que sur cette pratique, est-ce qu'il doit y avoir également, enfin quand je dis doit, est-ce qu'il est recommandé qu'il y ait une pratique également entre
entre les sessions formelles, je dirais. Voilà. Oui, oui, parce que, vous voyez, si vous prenez, par exemple, nous, disons les moines et les maîtres zen en Occident, euh, bon, nous ne sommes pas tout le temps assis en zazen, hein. Donc, nous avons toute une vie à côté. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que les moines traditionnels, soit en Asie, soit les moines traditionnels catholiques, par exemple. Donc, on vit cette alternance entre la vie de tous les jours, comme tout le monde, mais enfin pas tout à fait, parce que je pense que notre vision de la vie a peut changer. Mais enfin, quand même, on est dans les phénomènes. Disons, il faut scoltiner le travail, les gens au travail, les difficultés, les impôts, enfin tout ce qu'il y a. Et également, cette pratique, donc généralement on pratique tous les matins, ceux qui peuvent, hein. Mais il y a toute la période de la journée qu'elle a. Donc on vit cette alternance. Donc les règles à l'intérieur du dojo sont assez formelles, de telle façon que c'est oublier ce que moi je pense que je vais faire comme ça, mais au Mm. contraire. Libérer son esprit et les règles sont là simplement pour les suivre et aussi pour y faire attention. Mais néanmoins, pendant des périodes plus ou moins longues, nous avons aussi besoin de retourner alors à une pratique totale, formelle, c'est pendant les retraites où on pratique disons, entre 7 et 8 heures de méditation par jour, des fois même la nuit. Et donc là c'est un phénomène différent parce que vous commencez à aller un petit peu au bout de vous-même, au bout de votre fatigue. Vous coltinez des phénomènes d'impatience, de Mm. mal au genou, et surtout que de toute façon, dans un dojo zen, vous n'êtes pas, les pratiquants ne sont pas maîtres du temps que va durer la méditation. C'est celui qui dirige, qui définit le temps. Ce qui est une très grande différence entre faire ça ou pratiquer chez soi, parce que quand vous Mhm. pratiquez chez soi, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Dans les retraites formelles, non. D'autre part, à ce moment-là, évidemment, elles sont végétariennes. Il y a un protocole et il y a un horaire particulier et tout le monde doit suivre exactement cet horaire-là. Alors, ça varie entre quelques jours et des mois. Mm. Voilà. Et donc là, on retrouve le mode de vie du monastère avec son protocole. Tout est protocole et il y a le temps du travail, il y a le temps du zazen, il y a le temps du repos. Et voilà, et tout le monde doit suivre ces règles comme le font toute personne qui vit dans un monastère. Donc on a aussi besoin de retourner à ce moment-là à quelque chose que vous avez appelé plus formel. Oui. Et ouais, ça permet quelque part aussi de se libérer d'une contrainte de, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on a à faire. En réalité, il Disons, oui, suffit simplement. vous avez moins de préoccupations, beaucoup moins de préoccupations. C'est pas le moment où vous allez penser à vos factures, par Mhm. exemple. Mais également, il y a aussi autre chose, c'est que vous devez apprendre à vivre ensemble. Parce que là, vous êtes totalement à la fois seul dans dans le zazen, mais avec tout le monde, et aussi s'harmoniser avec tout le monde. Parce que euh, la personne à côté de vous, il n'est pas forcément exactement comme vous. Donc Mhm. il faut s'harmoniser, il faut accepter, prendre les gens comme ils sont, essayer de faire régner une, euh, une harmonie. Généralement, on voit tout de suite, parce que quand on arrive, le premier soir, tout le monde est encore pris dans toutes ces histoires. Et petit à petit, toute la communauté se calme. Et à la fin, tout se passe sans qu'il y ait besoin de dire quoi que ce soit. Donc, c'est également une expérience. Donc là, on a évoqué toute la partie, je dirais, pratique religieuse, spirituelle du zen. Et si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on puisse aborder maintenant l'ouvrage que vous avez publié et donc qui va faire je dirais pas une comparaison, mais quelque part qui vont mettre, qui va mettre sur un plan
de comparaison, le zen et la physique quantique. La comparaison, c'est pas le bon mot. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage? Et plus largement, et c'est peut-être pas facile à répondre comme question, mais qu'est-ce que la physique quantique? Alors, vous savez que d'abord, le prix Nobel, qui était un expert en physique quantique, Richard Feynman, a finalement avoué que personne ne comprend véritablement ce qu'est la physique quantique. Mais enfin, je vais quand même essayer. Bon, la physique quantique est une théorie qui est essentiellement valable dans un domaine où vous avez cette transformation et retransformation entre la matière et l'énergie. La physique quantique, elle, est une physique des objets quantiques. Les objets quantiques ne sont pas des objets comme une table ou tous les objets que nous avons. Les objets quantiques en eux-mêmes sont inobservables. Comment ça a été découvert? Ça a été découvert qu'on s'est rendu compte dans les années 20 et quelques que les électrons c'est une particule, donc on peut dire c'est la matière. Suivant la façon dont on les observait, se comportaient comme une onde. Une onde, c'est-à-dire la lumière, les ondes radio, alors que les ondes ne sont pas matérielles. Donc, il y a eu, et dans un système dualiste où on considère soit c'est matériel, soit c'est pas matériel, soit c'est matériel, soit c'est une onde, c'était une contradiction fondamentale parce que la lumière elle-même, se comportant dans notre monde généralement comme une onde, peut se comporter selon comment on l'observe comme des petites particules de lumière. Hmm. Et donc des particules, donc presque des particules de matière. Donc le monde était pris dans cette dichotomie, cette impossibilité de rejoindre la matière et les ondes. C'est la dualité des ondes particules. Et justement, alors maintenant, faites un saut dans la physique quantique, où en fait, ondes et particules, c'est mélangé. Il n'y a pas onde, il n'y a pas particule. Il y a des objets quantiques. Le problème, c'est que ces objets quantiques, vous ne pouvez pas les observer directement. Du moment que vous les observez, vous allez agir sur ce système probabiliste, indéterminé. On ne sait pas véritablement ce que c'est, mais qu'on voit plutôt comme des zones de probabilité d'un électron, comme ça. Et du moment que vous faites une mesure, une observation, vous allez agir sur ce système. Et donc, si vous voulez observer ce système selon un aspect matériel, c'est-à-dire vous faites une expérience où en fait vous cherchez des électrons ou des grains de lumière, vous allez trouver des grains de lumière et des électrons. Si vous faites une expérience où vous cherchez des ondes, vous allez trouver des ondes. Donc ces objets quantiques vont se manifester dans notre monde observable, réel, si vous voulez, de différentes façons selon la façon dont vous les observez. Ce qui veut dire que l'objet quantique lui-même vous est inconnu. Vous ne pouvez jamais l'observer. Voilà. Et donc, en fait, pour nous, l'objet quantique fait partie de la vacuité. Hmm. Voilà. Donc, par exemple, alors en physique des particules, qui est gérée par un modèle, peut-être les gens ont déjà entendu ces termes, vous avez d'un côté ce qu'on appelle les quarks, que l'on appelle les constituants de la matière. Qu'est-ce qu'on sait sur les quarks? On sait que le proton, qui est le fondement de toute notre matière, n'est pas une particule simple, c'est une particule qui a des, des choses à l'intérieur. Hmm. Voilà, c'est ce qu'on appelle les quarks. Les quarks, on ne peut pas les observer. Les quarks sont des objets quantiques. Ils sont confinés à l'intérieur du proton, on ne sait pas exactement comme c'est, mais vous ne pouvez pas les observer de façon libre. Voilà. Et d'autre part, donc, si vous... et de l'autre côté, il y a comme ce qu'on appelle, disons, il y a un champ, parce qu'en physique, on n'appelle plus ça une particule ou onde, on va appeler un champ quantique. Alors, il y a un champ qui s'appelle le champ de Higgs.
Alors, comment le définir? C'est-à-dire que si j'essaye de le définir, si jamais il y a un théoricien qui regarde l'interview, il va hurler. Donc, mais enfin, disons, on peut dire plus ou moins de façon bête et commune, champ d'énergie de X. Et donc ça aussi fait partie de la vacuité. Donc si vous voulez, avant qu'il y ait une quelconque matière, vous avez des objets quantiques, tout un monde quantique qui n'existe pas, qui est ce qu'on appelle la vacuité. Quand on dit le terme vacuité, ça ne veut pas dire que c'est totalement vide. Hein. Ce qui est totalement vide, c'est le néant. Le néant, c'est différent. Hein. Dans le néant, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout. La vacuité, voilà, il y a toute cette potentialité d'en tirer de la matière, si vous voulez. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces quarks, ces objets, eux, de façon surprenante, n'ont pas de masse, ou extrêmement faible. Ils n'ont pas de masse. Ils ont des caractéristiques, on ne sait pas pourquoi ils ont ces caractéristiques, mais enfin, ils ont des caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont différents les uns des autres. Il y a 3 familles de ces quarks. Alors, et d'autre part, il y a ce champ énergétique, là, champ de X. Alors, ce qu'il faut voir dans les interactions physiques des particules, vous pouvez voir que les choses sont liées soit parce qu'elles ont une interaction, une force interactive, alors ce qui serait du domaine des ondes, si vous voulez. Voilà, comme l'interaction électromagnétique, voilà, l'interaction. Mais vous pouvez aussi les voir comme échanger quelque chose. Je vous donne un exemple. Si vous prenez 2 personnes qui jouent au tennis, vous dites que ces 2 personnes sont liées par le fait qu'elles sont en interaction puisqu'elles jouent au tennis ensemble. Vous pouvez aussi dire, oui, mais elles sont en interaction. Pourquoi? Parce qu'elles échangent une balle de tennis. Vous voyez? Qu'est-ce qui les lie? C'est cette balle de tennis qui va ici et là. Donc vous avez dans le truc d'interaction soit une façon ondulaire de voir les choses, soit une façon particules, d'échange de particules constants. Donc les interactions physiques des particules, c'est toujours ondes et particules mélangées. Donc le champ de Higgs, vous pouvez le voir comme un champ énergétique, vous pouvez aussi le voir comme une immense nuée de toutes petites particules qui sont en train de nager dans tout le monde quantique de l'univers. Voilà, les quarks aussi. Donc ces deux choses vont, ni l'un ni l'autre n'ont de masse. On n'est pas dans notre monde matériel. Lorsqu'ils entrent en interaction, alors certains de ces quarks ont des caractéristiques qui attirent beaucoup de champs de X et d'autres qui attirent peu de champs de X. C'est la même chose que si vous prenez une petite bille aimantée, tellement petite qu'en fait elle n'a pas de masse. Elle n'a juste que son aimantation. Vous la lancez dans un champ de limaille, suivant son aimantation. Si l'aimantation est petite, elle va faire une petite boule, c'est-à-dire une petite particule. Si son aimantation est très grande, elle va faire une grosse boule, ça va faire un quark lourd, des particules lourdes. Et par exemple, la lumière, elle n'interagit pas avec le champ de X. Donc, elle ne s'attache aucune énergie qui pourrait venir du champ de X. Elle n'est pas ralentie par le fait qu'elle crée de la masse. C'est la raison pour laquelle elle va à la vitesse maximale. Pour résumer, à partir des quarks qui n'ont pas de masse, un champ de Higgs qui n'a pas de masse du tout, quand ils se rencontrent, ils vont s'agglomérer de telle façon que l'énergie locale va apparaître comme une masse. Elle va arriver, on va pouvoir l'observer comme une particule et donc comme une masse. On est à la frontière entre la masse et l'énergie, donc souvent elles redisparaissent, elles reviennent. Donc voilà comment se crée ce que nous appelons la masse, puisque la masse c'est un mot, puisqu'en fait la masse en elle-même, dire une table c'est une table, ok, là on est dans le monde classique. Il faut se mettre dans ce monde microscopique, où là, la matière, en fait, c'est quoi? C'est une forme de cette concentration d'énergie.
C'est pour ça qu'Einstein a dit la matière n'existe pas, seule existe l'énergie. Mm. Voilà. Et donc, on a soit un quark, ben, il va agglomérer du champ de Higgs, soit il va attirer tous ces petits bosons. Ça revient au même, si vous voulez. Maintenant, ce que l'on appelle le boson de Higgs lui-même, c'est-à-dire le boson de Higgs observable, qui a été observé au LHC, qui a une masse définie, donc qui apparaît comme une masse. Alors lui, c'est simplement quand il y a une perturbation à l'intérieur de ce champ de Higgs, vous voyez un petit peu comme des vagues, la houle sur l'océan, puis tout à coup ça se rencontre et tout à coup ça vous fait une vague de 30 mètres de haut. Et donc, ce champ de Higgs va vous générer suffisamment d'énergie, de façon à ce qu'il y ait une concentration, je fais de la vulgarisation, hein, les théoriciens vont hurler. Il y a une telle concentration de ce champ de Higgs que ça apparaît comme une particule réelle. Et c'est ça qu'on appelle le boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, il n'a pas de matière, c'est une forme d'énergie. Les autres objets, c'est la même chose. Ils ont des caractéristiques parce qu'ils ont gardé les caractéristiques des quarks. Il se trouve que dans le bouddhisme, l'on part de notions différentes, on part de deux notions. C'est là qu'on va arriver à la notion de vacuité dans le bouddhisme. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer tout ce truc avec le boson de Higgs parce que souvent, même dans le zen, les gens, ils ont de la peine à comprendre ou disons à pouvoir se raccrocher à quelque chose qui leur permette de visualiser un petit peu ce qu'est la vacuité. Mon but, c'était ça. Le but du livre, c'est ça. Et donc, dans le bouddhisme, il y a deux notions qui sont fondamentales, que d'ailleurs chacun peut observer. C'est-à-dire, la première, c'est l'impermanence. C'est-à-dire que tout change. Alors, les gens pensent qu'il fait beau, il pleut, oui, tout change, mais nous-mêmes, nous changeons à chaque instant. Donc, si vous changez à chaque instant, les gens croient que leur moi, que quand ils étaient petits, c'était moi. Quand ils ont 40 ans, c'est toujours moi. Quand ils en ont 75, c'est moi. Et le jour où ils vont mourir, ils vont dire c'est moi qui vais mourir. Bon. Et ils pensent qu'ils ont un moi à eux, intrinsèque, qui va perdurer pendant toute leur vie. Non, non. Tout ceci change tout le temps. Le moi, c'est une création que l'on fait de son esprit. Donc, dans cette impermanence, il n'y a rien qui soit permanent. Rien n'existe de façon permanente. Ça, c'est le premier élément dont il faut se souvenir. L'autre élément, c'est que nous sommes tous que tout est interdépendant. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Hein. Quand, du moment que vous avez été, quiconque a été conçu, un spermatozoïde et un ovule, ça faisait pas plus gros que ça. Hein. Bon. Et maintenant, quand les gens commencent à faire 1m70, ça vient d'où la différence entre le tout petit ovule spermatozoïde et les 1m70 et les 65 kilos? Ça vient de la nature, ça vient de ce qu'ils ont mangé. De tout. Donc, nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous sommes une forme du monde, une forme de la nature. L'essentiel de nous-mêmes provient de la terre, de la pluie, du climat, de tout l'univers. Et évidemment, c'est quand les gens auront compris que finalement, que eux-mêmes c'était la nature, que la nature n'est pas autre chose, mais qu'eux-mêmes ne sont formés que de la nature, et que toute chose dans la nature est également vivante. Donc, par cette interdépendance de chacun, personne ne... À la fois, nous vivons de façon propre, bien entendu, mais en essence, si vous voulez, en essence, un être particulier n'existe pas. Personne ne peut vivre entièrement seul. Il est toujours en communication avec tout. Donc, vous voyez que vous arrivez d'une part, vous changez tout le temps, donc rien n'existe de façon permanente. Et d'autre part, rien n'existe de façon intrinsèque ou seule, mais vous êtes parti dans tout. Donc, tout ceci vous dit que ce que vous croyez être vous-même, c'est la vacuité. C'est une forme de vacuité. Ça veut dire que voilà, c'est une forme.
Et dans le zen, tout est une forme. Les choses sont des formes, les gens sont des formes qui changent. Pourquoi? Parce que une forme change tout le temps. Et c'est bien, parce que comme ça, on peut changer. Ouais, on peut changer. Donc là aussi, c'est cette notion de vacuité, on dirait vacuité du moi. Alors il se trouve qu'en fait, si on remonte à l'origine, pas du temps, mais disons à l'origine de l'univers, si l'on peut dire, quoi qu'on ne sache pas très bien, on trouve effectivement au départ un monde dans lequel la matière n'existait pas. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire, ouais, dire que nous ne sommes qu'une forme d'énergie et que tout est vide, c'est pas si idiot, puisque, en fait, c'est exactement ce qui se passe en physique. Alors, aller plus loin que ça entre la physique quantique, parce que souvent le New Age, il prend la physique quantique, il le tord d'une telle façon. Oui, c'est vrai que nous, comme observateurs, on crée notre vie, on crée notre monde parce qu'on le voit à travers notre esprit, mais il ne faut pas aller jusqu'au fait que s'il y a une réalité qui existe en elle-même, nous, on veut la changer. Hein. Mm. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, sur le plan peut-être pas, je ne vais pas dire philosophique, mais sur le plan de la vision de la vie de quelqu'un, Mm. ça va changer parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses leur appartiennent. Voilà. C'est ma maison, c'est ma fille, c'est mon chien, voilà, c'est moi. Et tout ceci n'existe pas de façon intrinsèque. Tout ceci est lié, entremêlé, interdépendant et change tout le temps. Donc, la leçon qu'il y a à ça, et ça c'est une leçon à apprendre, mais c'est pour ça qu'il faut pratiquer tout cet abandon, parce que c'est une leçon qui n'est pas forcément facile à digérer pour qui que ce soit, c'est dire ne s'attacher à rien. S'il n'y a rien d'intrinsèque, si rien n'existe par lui-même, du moment que vous vous attachez à quelque chose, c'est que vous croyez que ça vous appartient. Donc, la leçon du bouddhisme, c'est justement cette forme de détachement, de ne pas s'attacher, de ne pas être oui, attaché aux choses, parce que ça, c'est pas que ça soit bien ou pas bien, c'est simplement que, étant donné que tout change, si vous attachez à quelque chose, cette chose-là va changer, disparaître, et donc vous allez retrouver un monde de souffrance. Voilà. L'idée dans le bouddhisme, c'est toujours essayer d'abolir ou de se libérer de cette souffrance intrinsèque qui va avec l'existence et qui est augmentée, exacerbée justement par toutes les choses d'attachement. Alors c'est difficile à comprendre parce que les gens par exemple, les gens vont dire oui, mais bon, j'ai perdu ma lampe de poche, je ne suis pas attaché à ma lampe de poche. Peut-être dire ah, casser ma Mercedes comme mon mur, je ne suis pas attaché à ça. Quand ça commence à devenir les gens, c'est plus difficile. Hein? Mm-hmm. Voilà. Alors, et c'est là que pour se rendre compte qu'il ne faut pas s'attacher, il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre l'attachement et l'amour. Ne pas s'attacher ne veut pas dire ne pas aimer. Voilà. Donc il faut passer de l'attachement à l'amour. Tout ça lié par le fait que, de façon, si vous voulez, latente, inconsciente, un peu à l'intérieur, un peu de sentiment derrière, que en fait, tout ce que l'on a, tout ça, c'est voilà, c'est des formes. Et nous-mêmes, nous sommes des formes. Des formes. Alors ça, les gens comprennent très bien ce que c'est l'existence. Ils vont dire, c'est quoi l'existence? Ah ben c'est moi je vis, voilà. Les gens ne comprennent pas ce que veut dire la non-existence. Comme par exemple, on donne toujours cet exemple, c'est que nous-mêmes, disons, avant notre naissance, est-ce que nous existions ou nous n'existions pas? On ne peut pas dire j'existais pas, puisque de toute façon, on était, disons, potentiellement, on était déjà quelque part. Voyez, comme c'est un peu la même chose que provenir de cette vacuité. Ensuite, on existe. On ne peut pas dire qu'avant notre existence, on existait vraiment. Donc, voilà, c'est comme le chat de Schrödinger, c'est à la fois existence et non-existence. Ensuite, on prend cette forme vivante.
On existe, si vous voulez. Mais on a toujours ce côté qui vient de la non-existence. Et quand on meurt, ou quand on disparaît, est-ce qu'on existe toujours et qu'on n'existe pas? On ne peut pas dire qu'on existe toujours, qu'on n'existe plus de façon vivante. Mais parallèlement, si vous mettez des cendres au cimetière ou ailleurs et qu'il y a des fleurs qui poussent, elles auront profité de vos cendres. Ça ne sera pas vous. Ça ne sera pas vous. Voilà. Donc, cette vision de l'existence, quand on dit on est une forme, ça va avoir aussi de comprendre avant notre naissance et notre mort. Et non pas je nais, je m'emmerde pendant ma vie et je claque. Voilà. Donc, tout ceci est aussi dans l'idée d'arriver à donner un sens à ça. Arriver à se connaître soi-même et donner un sens à ça. Ce que je crois entendre là-dedans, et notamment dans la perspective du zen, c'est que il faut pas s'attacher, notamment si on parle de pratique spirituelle, aux éventuelles réalisations qu'on pourrait avoir, puisqu'au final, ce ne sont que des choses temporaires, Tout à et fait. que et alors j'ai une question vis-à-vis de ça, c'est comment comment garder les pieds sur terre, parce que Oui. dans la pratique spirituelle, très vite, on peut avoir des moments où on se dit, bon, bah, ça y est, je suis un Bouddha, voilà, je vais enseigner, et puis je vais poser ma plaque, Voilà. et voilà. Donc, il faut bien entendu qu'il faut garder une grande humilité. Ça, c'est essentiel. Si vous perdez votre humilité, vous allez déraper. On le voit, les trucs gourous, voilà, ça c'est du dérapage du moi. Alors, par exemple, si quelqu'un dit, c'est toujours délicat parce que si vous avez, dans le monde dans lequel on vit, bon, si vous êtes président directeur général d'une banque, vous allez vous présenter en disant je suis le président directeur. Voilà. Là, vous avez créé une forme. Vous avez créé une forme de vous-même. C'est le président directeur général. Même si vous dites je suis maître zen, vous créez cette forme. Vous avez créé Mm. cette forme. Maître zen. Alors, voilà, ou bien, je suis pasteur, ou bien je suis curé, ou bien je suis un grand sportif, je suis prix Nobel, je suis champion de décathlon. Vous avez créé une forme. Elle ne va pas durer, parce que vous n'allez pas être champion de décathlon toute votre vie. Donc, vous avez créé ce genre de forme. Donc, il faut faire attention à ce genre de forme. C'est toujours très délicat, comme par exemple, euh, quand, si je dis je suis moine zen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai reçu une ordination formelle de moine zen. Hmm? Mais si j'ai reçu une ordination formelle de moine zen, comme je suis moine zen, j'ai été d'accord de jurer des préceptes et des vœux de bodhisattva. Donc si je dis je suis moine zen, il faut quand même que je reste. Immédiatement, je dois me dire d'être extrêmement humble parce que les vœux, qu'on appelle les vœux du bodhisattva, de sauver tous les êtres, de s'attacher, tout ça, sont tellement élevés que je ne peux pas dire que j'arrive à les satisfaire. Donc, voilà, il faut, dans le zen, il faut voir soi-même, soi-même par rapport à des vœux qui sont extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Bouddha, Bouddha c'est un titre, hein, c'est pas le nom du Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Mhm. Ça, c'est que lorsqu'on a tout pigé et que l'on est capable d'aider, de sauver tous les êtres. Et ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir quoi? On n'arrive jamais au but de ça. Il n'y a pas, il y a un but, mais on n'y arrive jamais. Donc, tout ce que nous sommes des cheminants. On chemine sur la voie de l'éveil, qu'on ne peut pas savoir exactement ce que c'est, mais enfin, voilà, c'est détermination de le faire. Faire le vœu de devenir un Bouddha, bien entendu, pour pas dire moi je suis un Bouddha, mais parce que
si j'arrivais à me rapprocher du Bouddha, ça serait plus facile pour moi d'avoir plus de compassion, disons la compassion, le don, la patience. Tout ceci me deviendrait totalement naturel et donc je pourrais aider beaucoup plus les gens. Voilà ce à quoi il faut penser. Pas se dire moi, les gens. Bon, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser le titre maître zen. Bon, des fois, il faut le dire, mais enfin, disons, euh, parce que les gens ne comprennent pas que lorsque l'on dit maître zen, ça veut dire maître de soi-même. Mm. C'est pas maître de personne et maître de quelqu'un d'autre. Donc, il faut avoir cette conscience d'humilité, de faire ce qu'on peut, de garder sa détermination de continuer, de ne pas dérailler. À la fin, c'est très simple. Il s'agit simplement d'avoir dans le collimateur de faire le bien. Mais pas uniquement soi-même ou pour soi-même. Pour tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire d'abord les gens qui sont autour de vous, puis ça peut s'étendre. Et, et voilà. À ce moment-là, c'est pas une croyance, mais il faut avoir foi en ça. C'est ça le principe, d'avoir foi en, en, en se rapprochant ou en cheminant. C'est pour ça qu'on appelle ça le chemin, la voie. Voilà. Vous parlez de voie, de cheminement. Quelqu'un qui voudrait s'engager sur la voie du zen, j'imagine qu'il y a plusieurs portes d'entrée, mais si vous deviez en recommander une, est-ce que ce serait par exemple un Ben oui, livre? disons, la première chose que je recommanderais, c'est qu'il faut essayer la pratique. D'accord. Il faut qu'il essaye la pratique. Alors, en France, dans toutes les villes, il y a un centre zen. Voilà. Suffit avec des mots-clés, c'est facile à trouver. Donc, si quelqu'un, bien entendu, quelqu'un peut lire un livre, lire des livres, ça va le motiver, mais le truc, c'est qu'il faut qu'il vive lui-même qu'est-ce que c'est cette pratique. Il faut qu'elle fasse lui-même. Donc, la plupart des centres zen ont également des temps où ils ont une initiation, où on va expliquer la posture, la mettre bien, parce que disons, il faut que ça soit, que ça tienne bien droit, il faut que ça soit bien comme il faut, parce que sinon, si vous avez la tête qui penche en avant, vous repartez dans vos pensées. Donc, Mm. quand même tenir la tête bien, bien. Il y a un côté, qui n'est pas nué, il y a un côté austère. Donc, il faut qu'ils vivent ça et qu'ils ne se contentent pas de le faire seulement une fois en disant j'ai compris. Mm. Non, non, bien entendu, il faut voir si ça leur convient, s'ils aiment ça, parce que c'est comme jouer du saxophone, hein. Il faut quand même faire des gammes, et puis si vous détestez le saxophone, ben, vous n'aurez jamais de plaisir à jouer du saxophone. Donc, il faut qu'ils voient, essentiellement, il faut qu'ils voient par eux-mêmes. Il faut qu'ils voient par eux-mêmes. La pratique et l'expérience vont ensemble. Quelqu'un ne veut pas acquérir une expérience du zen sans pratique. Pratique, expérience vont ensemble. C'est la pratique qui donne l'expérience et l'expérience qui va renforcer la pratique. Voilà ce qu'il faut que ça leur dise. Qui découvrent, qui voient que c'est, qui jugent par eux-mêmes. Le Bouddha disait, et c'est ça la différence entre les religions théistes, le Bouddha disait aux gens, si je vous montre mon poing fermé et que je vous dis qu'à l'intérieur j'ai un diamant, tout ce que vous pouvez faire, c'est me croire. Maintenant, si j'ouvre la main et que je vous montre le diamant, vous n'avez pas besoin de me croire. Voilà. Donc, il faut qu'ils voient le diamant eux-mêmes. Il y a beaucoup de disciplines annexes dans le zen, les fleurs, des choses, tout ça, mais bon, disons, essentiellement, il faut voir par soi-même. Voilà. C'est parfaitement clair et puis je pense que on a fait le tour de la surface, je dirais. Je, vraiment de la surface. Donc, je mettrai dans la description de la vidéo les liens qui permettront notamment de voir pour votre ouvrage et de vos différentes interventions. Euh, j'ai une dernière question. Oui. Donc c'est une question que je pose traditionnellement et
remporte un succès mitigé, on va dire. Est-ce que il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre, mais que je n'aurais pas posée? Disons, je crois que j'ai expliqué ce qui m'avait motivé. Il y a peut-être cette question-là. Vous m'avez demandé comment les gens pouvaient commencer. Hein. Voilà. Il y a une autre question qui va avec ça. C'est comment les gens pouvaient arriver à pratiquer ça, non pas une semaine, non pas 15 jours, une année, 20 ans, mais toute leur vie, c'est-à-dire continuer toute leur vie. Voilà, parce que vous savez, comme dans toute discipline, comme toute activité religieuse, il y a toujours un moment où des gens, ben, ils croient qu'ils ont compris, ils se lassent, ou bien leurs Mm. conditions de vie vont changer. Quelqu'un va rencontrer une compagne ou un compagnon, va changer de boulot, va changer de lieu, va avoir des conditions financières différentes et tout ça. Donc il y a de multiples les conditions au cours d'une vie, elles changent tout le temps. Comment continuer toute sa vie sans poser des plaques? Je ne sais pas si la question vous intéresse. Ah ben la réponse m'intéresse. Alors, alors on peut dire, je crois qu'on dit, là encore, vous savez, c'est que il faut avoir la conscience soi-même de notre propre impermanence et qu'il ne faut pas négliger le fait que la pratique en elle-même, on a beau se croire comme un des piliers du zen du XXIe siècle, la pratique du zen de soi-même, il faut la voir de façon si fragile et donc il faut la protéger. Du moment où vous croyez que vous êtes établi dans un système quelconque, voilà, la locomotive s'arrête. Donc il faut toujours, disons, savoir que personne n'est à l'abri d'arrêter ou de changer les choses. Donc, pour ça, il faut le protéger. Alors, évidemment, pour moi, je suis responsable d'un dojo, donc je suis responsable de la pratique pour de créer cette ambiance, ce lieu de pratique où les gens peuvent venir. Donc, moi, d'une certaine façon, j'ai certaines obligations. Donc, je suis des obligations pas forcément de ce qu'on dirait maître zen, mais des obligations de passeur, de passer l'enseignement du Bouddha Dharma. Alors oui, bon, c'est un koan. Personne n'est à l'abri des conditions difficiles de la vie qui peut lui faire changer d'avis. Donc c'est pour ça que le zen n'est pas, le bouddhisme n'est pas une religion théiste, n'est pas une religion comme ça, ce n'est pas une croyance, mais elle fait toujours une très grande différence entre ce qu'on appelle la foi et la croyance. Pour des gens théistes, souvent la croyance et la foi est mélangée. Or, la croyance, c'est croire à quelque chose. La foi, c'est la détermination, l'énergie interne, ça va avec la connaissance de soi. Donc, toutes ces choses participent. Augmenter la connaissance de soi-même, pratiquer non seulement cette assise, mais essayer toujours de pratiquer le bien, pratiquer le fait de faire passer aussi les autres devant soi-même. Mm. Il y a le problème, c'est que si quelqu'un considère qu'il n'y a que l'heure, l'heure journalière de la pratique d'un dojo qui soit importante et que le reste, on peut faire ce qu'on veut, évidemment, ça marche pas. Il faut considérer que ceci est une activité, doit devenir une activité globale dans la vie. Alors, à ce moment-là, quand vous arrivez finalement à vous rendre compte, tout à coup un jour, vous vous rendez compte qu'effectivement, eh ben, le zen fait intégralement partie de votre vie. Et non pas vous avez une vie dans laquelle, accessoirement, vous pratiquez le zen. Et donc, quand vous arrivez à ce moment-là où votre vie et le zen sont inséparables, on dit vous êtes entré dans le courant. Et donc, vous pouvez nager dans le courant avec toute votre liberté. Mais
si quelqu'un commence à pratiquer le zazen, s'il ne fait pas attention de protéger sa pratique, je reprends le saxophone. Il y a certainement des jours où un pianiste, il y a j'avais joué du piano. Un pianiste, il y a certainement des jours où faire des gammes, ça lui casse les pieds. Il y a des jours où il se dit, ma pratique, c'est, il faut que je continue, donc il va faire ses gammes. Voilà. Ça, c'est la pratique dirigée par la pratique. Et non pas, parce que la pratique dirigée par l'envie, c'est très facile. Mm. La pratique dirigée par la pratique. Donc, il y a aussi des jours où se lever tôt le matin, ça fait un peu pouf. Voilà. Il faut continuer un effort. Il n'y a pas de pratique sans effort. C'est un peu ça le problème. Donc, je vois maintenant, j'ai acheté une autre voiture, et je vois maintenant tous les trucs électroniques qu'il y a dans cette voiture. Je me dis, mais tout va, et quand j'observe aussi ce qui se passe, tout va dans le fait de faciliter la vie des gens. Alors, moi, je peux descendre les stores ou fermer les volets moi-même, hein, ça ne coûte rien du tout. J'ai pas besoin d'avoir un smartphone à qui je vais dire uniquement ma reconnaissance de parole, s'il te plaît, descends les stores. Donc, tout va dans le moindre effort. Ah, le zen, c'est pas comme ça. Il faut continuer les efforts. Donc, pour continuer toute sa vie, il faut savoir qu'il faut aussi faire des efforts. Pas donner. Vous arrêtez les efforts, la locomotive s'arrête. Vous allez rouler avec le train pendant ce temps. La locomotive s'arrête. Donc, oui, la pratique sans effort, c'est du pipi de minet. Donc, c'est ça. Il faut aussi avoir confiance dans cette discipline. Il faut comprendre cette discipline, comprendre son esprit. En fait, il faut tout piger. Mm. C'est ça. Des fois, ça lâche. Des fois, la pression sociale, la pression des conditions est trop forte. À ce moment-là, les gens arrêtent. Peut-être qu'ils reviendront. Vous savez, dans le temps, les gens qui pratiquaient uniquement les laïcs, qui se lançaient dans la pratique du bouddhisme, ils se lançaient à partir d'un certain âge. Ils allaient enfants au monastère, ensuite ils faisaient des trucs, puis ensuite ils retournaient au monastère quand ils étaient un peu à la retraite. Donc, c'est difficile lorsque l'on vit cette alternance. On appelle Mm. ça la voie difficile. Parce que là, on peut la rendre plus facile, mais pour ça, il faut englober toute sa vie. Sinon, les efforts sont. Mais c'est pas garanti. C'est garanti pour personne. Il faut être content aussi de ce que l'on arrive à pratiquer, de Ouais. ce qu'on fait, être content de sa discipline. Tout ça. Voilà. Ben, je vous remercie pour tous ces conseils aussi. J'ai Et essayé pour, de faire le mieux. voilà, de ce voyage entre le zen et la physique quantique, qui est un voyage exigeant. Euh, mais j'espère que si des personnes qui écoutent ça sont intéressées, j'espère qu'elles n'hésiteront pas notamment à consulter votre ouvrage. Et, ben, je vous remercie encore. Et puis, je mettrai la vidéo en ligne normalement dans Je vous quelques remercie semaines. de votre Et intérêt. Beaucoup. Je vous en remercie. Beaucoup. très très bonne journée à vous. Je vous souhaite une excellente journée aussi à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.